Bonjour, bienvenue à cette petite capsule sur l'évaluation des apprentissages. Capsule qui porte sur les évaluations traditionnelles. La deuxième capsule va suivre, elle va porter sur l'évaluation en situation authentique. Alors, nous allons voir le rôle de l'évaluation, les différentes catégories d'instruments d'évaluation, brièvement les opérations entourant l'évaluation des apprentissages et quelques techniques d'évaluation. D'abord, une question, pourquoi évalue-t-on? Alors, l'évaluation peut servir effectivement à vérifier si les étudiants ont appris, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils sont capables de faire. Elle peut servir donc à la fois pour donner de la rétroaction à l'étudiant sur la qualité de ses travaux, sur la qualité de ses réalisations, sur la justesse de ses compréhensions. Elle peut servir aussi pour, par exemple, arriver à une note. Donc, on va évaluer pour ensuite noter et sur la base de cette note, l'étudiant pourra recevoir les crédits associés à ce cours-ci pour éventuellement recevoir son diplôme et peut-être accéder à d'autres études ou d'autres choix sociaux qui lui sont offerts. La définition, donc l'évaluation est un processus de collecte d'informations sur ce que l'étudiant a compris, ce qu'il connaît, ce qu'il peut faire avec ses connaissances. L'évaluation est davantage efficace lorsque les résultats aident à améliorer les apprentissages futurs. Donc, on ne va pas uniquement faire de l'évaluation des apprentissages, mais il y a l'évaluation au service de l'apprentissage. La finalité, c'est de pouvoir prendre des décisions qui soient justes et équitables envers les étudiants. Donc, pouvoir indiquer qui a réussi, qui n'a pas réussi et pourquoi. La différence donc entre mesurer et évaluer, lorsqu'il est question de mesure, c'est une approche davantage quantitative. Donc, on va mesurer une certaine quantité d'éléments que l'on peut évidemment avoir des unités pour se donner un ordre de grandeur. Donc, une règle, par exemple, nous sert à mesurer la longueur, la largeur d'une table, un mètre pour mesurer la taille d'un arbre. La température est mesurée à travers les unités de degrés de centigrade ou de Fahrenheit ou encore de Kelvin. En éducation, le processus de mesure n'est pas aussi évident ou aussi facile à appliquer. On pourrait penser, entre autres, lorsqu'on a à évaluer quelque chose qui n'a pas nécessairement de caractéristiques physiques comme un objet. Alors, on pourrait penser, entre autres, à évaluer la qualité d'un résumé, par exemple. Comment est-ce qu'on peut mesurer la qualité d'un résumé? Non, alors là, nous sommes davantage dans une optique d'évaluation, donc quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif, où on a recours à du jugement, puisque même si on pense utiliser des évaluations des examens, par exemple, avec des choix multiples, évaluation qu'on peut appeler objective, c'est pas nécessairement de la mesure au sens strict du thème, puisque les questions entre elles ne sont pas d'égale valeur. Une question peut être plus difficile qu'une autre. Donc, c'est probablement de la pseudo-mesure que l'on fait. Alors, mesurer ou évaluer, on est davantage dans une logique d'évaluation quand on est en éducation. Donc, on peut juger la taille de cet arbre-là, dire que c'est un grand arbre, c'est un petit arbre, par rapport à une mesure qui nous donne exactement, en termes de centimètres ou de mètres, la hauteur d'un arbre. Évaluer et noter, alors une différence là aussi.
Nous allons d'abord évaluer, c'est-à-dire porter un jugement fondé sur des critères explicites. Et ensuite, nous allons assigner une note, qu'elle soit numérique ou une lettre. Mais c'est à la suite de notre évaluation que l'on vient apposer une note, habituellement sélectionnée sur un rang, donc une pondération qui est définie d'avance par l'enseignant. Par cette diapositive, qu'est-ce que je veux illustrer? Donc, pourquoi est-ce que je dis que l'évaluation est la locomotive de l'apprentissage? Et ça va nous servir pour comprendre également la distinction entre l'évaluation plus traditionnelle et l'évaluation en situation authentique. Mais l'idée, c'est que la façon dont je vais évaluer mes étudiants va avoir un impact important sur comment ils vont s'y prendre pour apprendre, pour réaliser les travaux, par exemple. Alors, je vous donne cet exemple-ci. On peut penser qu'un de mes objectifs d'apprentissage, à la fin de la session, je voudrais que mes étudiants connaissent les principes et les caractéristiques de l'apprentissage actif. Cet objectif est en lien avec la compétence préparer des activités d'apprentissage adéquates. Alors, nous pourrions avoir la situation d'évaluation A, où je demande à mes étudiants une des questions dans l'examen, par exemple, quelles sont les deux principales conditions à respecter pour que l'apprentissage soit actif? Bien, les étudiants, je m'attendrais comme réponse qu'ils me répondent les deux conditions, soit que l'étudiant fasse quelque chose de différent que seulement écouter l'enseignant parler et que cette activité-là soit en lien avec les objectifs ou les contenus du cours. Dans ce cas-là, l'étudiant va recevoir une très bonne note. Mais si on considère l'évaluation de la situation B, ou plutôt que de leur demander de me réciter les deux conditions, je leur demande plutôt de concevoir une situation d'apprentissage de courte durée qui tienne compte des conditions de l'apprentissage actif. Alors là, l'étudiant qui me répond les deux conditions, soit que l'étudiant soit actif, bref, ne vont pas lui servir à grand-chose. Alors, vous voyez que la façon pour s'y prendre, pour réussir une telle évaluation, va être très différente l'une de l'autre. Donc, les stratégies d'apprentissage utilisées par les étudiants sont fortement, fortement influencées par la manière de les évaluer. Une autre distinction également, on entend souvent l'évaluation formative, l'évaluation sommative, de quoi il est question. Donc l'évaluation formative, son but c'est l'amélioration de l'apprentissage. Il y a toujours un retour arrière possible, c'est-à-dire que les étudiants peuvent, après avoir remis quelque chose, une performance, un exercice, une activité, la revoir, l'améliorer, puisqu'ils auront reçu de la rétroaction. Et c'est vraiment le moyen privilégié de l'évaluation formative, c'est la rétroaction que reçoivent les étudiants. Et on peut faire des évaluations formatives à n'importe quel moment, c'est-à-dire avant, pendant ou après une activité d'apprentissage. Et c'est vraiment en fonction des besoins. Donc, lorsqu'on pense que les étudiants ont besoin de recevoir de la rétroaction ou que ça pourrait être utile pour leur apprentissage. Tandis que l'évaluation sommative ou certificative, elle, son but, c'est de certifier, donc de l'atteinte des objectifs, et il y a un jugement définitif. Donc, il n'y a pas vraiment de retour en arrière possible. Le moment, c'est au terme d'une activité d'apprentissage. Le moyen les plus utilisés, c'est les examens, les travaux. Puis, ces périodes sont prédéterminées, c'est-à-dire on sait à quel moment il y aura un examen ou à quel moment on doit remettre un travail. Voici quelques catégories d'instruments d'évaluation les plus usuels. Disons, il y a les examens, les travaux et les exercices. Pour les examens, on retrouve les examens écrits et les examens oraux. Les examens oraux sont beaucoup moins fréquents au Québec. Les examens écrits, on peut avoir les corrections subjectives ou les corrections objectives, donc les choix de réponse, les vrais ou faux, les appariements, les phrases à compléter. Tandis que la correction subjective, il y a un développement, des réponses courtes, bref, l'étudiant n'a pas uniquement qu'à choisir une réponse, il doit l'élaborer. Les travaux, nous avons les travaux théoriques, les travaux pratiques.
Vous avez là une liste d'exemples de travaux théoriques qu'on peut demander aux étudiants. La même chose pour les travaux pratiques, donc les projets, les séances de laboratoire, leur demander de préparer un exposé, un rapport de stage. Puis, les exercices, donc les devoirs, les exercices dirigés, font partie de cette troisième catégorie. J'ai donc essayé de placer, selon la taxonomie de Bloom, les différents niveaux, ces instruments-là, lesquels seraient les plus appropriés, hein, les plus pertinents en fonction des niveaux. Donc, on peut voir que pour les niveaux 1 et 2, bien, c'est davantage les examens écrits, à réponse courte, des choix de réponse, tandis que les niveaux 3, 4, 5 et 6, on va davantage aller avec les travaux, que ce soit les travaux théoriques ou les travaux pratiques, et les exercices sont mitoyens, donc entre les deux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser ces instruments-là pour les niveaux 1 et 2, ça veut juste dire qu'ils sont plus pertinents pour les niveaux supérieurs. Alors, ça guide nos choix. Alors, ici, c'est en fait le processus d'évaluation des apprentissages, un processus traditionnel lorsque nous avons à élaborer un examen. Donc, vous pourrez regarder le diaporama pour voir les détails. Je ne vais pas détailler ici chacune de ces étapes-là, mais peut-être insister un peu sur une ou deux étapes. Donc, l'idée, lorsque vous aurez à produire un examen, à écrire, concevoir un examen, assurez-vous qu'effectivement, vous fassiez le lien avec vos objectifs d'apprentissage. Et lorsque vous aurez à remettre les résultats aux étudiants, donc de leur communiquer les résultats, qui est l'étape 6, de le faire le plus rapidement possible, donc pour que les étudiants aient fraîchement en mémoire ce qu'ils ont répondu à l'examen et pour pouvoir savoir là où ils se sont trompés. Vous aurez également l'étape 7 qui est c'est-à-dire à l'étape 5 où vous analysez les résultats. Si jamais vous constatez qu'une question a été mal réussie par une grande majorité de vos étudiants, vous allez devoir vous poser la question, pourquoi? Qu'est-ce qu'en est la cause? Et si vous arrivez à la conclusion que c'est la faute peut-être de l'instrument lui-même, donc la question qui était soit qui manquait de clarté ou qui pouvait être interprétée de différentes façons, ou que vous avez peut-être oublié de parler de ces concepts-là, vous n'avez pas traité de ces thèmes-là au cours, bien vous allez peut-être arriver à la conclusion de devoir revoir la pondération liée à ces questions-là ou carrément les éliminer. Alors voilà, dans ce processus-là, deux éléments sur lesquels je voulais insister davantage. Voilà, donc ce sont les quelques notions de l'évaluation traditionnelle. La prochaine capsule, nous allons aborder l'évaluation en situation authentique.